Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous écouter, c'est l'épisode 59. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Parler Cuisine. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme à notre accoutumé avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Alors tout d'abord, je voulais remercier les auditeurs fidèles qui nous écoutent régulièrement sur le podcast. Et je voulais également remercier ceux qui nous suivent sur Facebook. Alors, j'essaie de faire un petit effort à ce niveau-là pour présenter le prochain épisode. Alors, on enregistre aujourd'hui, c'est dimanche, et j'ai réalisé la recette de l'épisode précédent parce que je vais publier l'épisode ce soir, je vais mettre en ligne ce soir, et c'est l'épisode qui parlait de la flamme cuche. Donc, au moment où on enregistre, ce n'est pas encore disponible, mais au moment où vous allez écouter ça, vous l'aurez déjà écouté depuis une semaine. Et alors, je tenais à vous dire que, comme je n'avais pas de photos pour illustrer l'article sur le site, j'ai décidé de faire la recette moi-même. Et je me dis, tiens, tant qu'à faire, autant la partager avec les gens qui nous suivent. Donc, si vous ne nous avez pas encore suivis sur notre page Facebook, allez rechercher Parler Cuisine, le podcast de la cuisine sur Facebook. Vous trouverez la page sur laquelle on partage les épisodes. Et puis, vous pouvez nous contacter via cette page aussi. On a eu pas mal de gens qui nous ont contactés récemment. Et on avait fait justement cette série sur la salade liégeoise suite à la demande d'un auditeur. Donc, n'oubliez pas, si vous avez n'importe quelle question, si vous êtes bloqué sur une recette, s'il y a une recette qui ne marche pas, et Dieu sait s'il y a des recettes qui ne marchent pas sur Internet. Vous allez sur Internet, vous allez chercher une recette, on n'achète plus le livre de cuisine justement parce que, hop, je veux faire ci ou ça, je vais sur Internet et hop, je trouve les recettes. Et vous avez comme ça des pages et des pages et des pages de recettes. Mais pour paraphraser notre compatriote Jacques Brel qui chantait dans le port d'Amsterdam à propos des marins qui plantaient leur nez dans les étoiles et qui pissaient comme ils pleurent sur les femmes infidèles. Moi, c'est pas sur les femmes infidèles que je pleure, c'est sur toutes ces recettes mauvaises et fausses qu'on retrouve partout sur Internet. Mais heureusement, vous êtes entre de bonnes mains parce que nous sommes bien accompagnés. Et c'est avec grand plaisir que je peux partager ce moment avec vous maintenant, et surtout avec Guy, qui dispense son savoir et qui aide les gens et qui ne refuse jamais d'aider les gens, n'est-ce pas Guy ? Ah ben quand on peut aider, pourquoi pas hein. Voilà, donc ça c'était ma petite annonce personnelle à tous ceux qui nous font confiance et qui nous soutiennent. Si vous voulez nous soutenir, vous savez que j'ai ouvert une page Tipeee. Vous pouvez accéder à partir d'un article si vous allez sur parlercuisine.com/blog ou /podcast, épisode du podcast. Vous pourrez trouver sur la colonne sur le côté le moyen d'aller faire une contribution, devenir coproducteur du podcast via Tipeee. C'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, épisode 59, bientôt le 60, bientôt les fêtes. On est en novembre 2017, alors on enregistre ça, et on est toujours dans les menus d'hiver, en tout cas dans les recettes d'automne. Et Guy voulait parler d'une recette qui lui tenait à cœur. De quoi s'agit-il, Guy ? Ben, en fait, vous allez retrouver dans la recette d'aujourd'hui une espèce de similitude avec la salade liégeoise. Il s'agit de la salade ardennaise. Alors, je me suis rappelé quand même que quand j'étais enfant, ma grand-mère qui vivait à la campagne, de temps en temps, mais ça n'est pas arrivé 25 fois, je rassure tout le monde, allait chercher des pissenlits. Alors les pissenlits, je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est cette espèce de plante qui pousse plutôt au printemps et qu'on peut utiliser. Bon, c'est une plante sauvage au Et qui départ. envahit nos pelouses, oui. Qui envahit les pelouses, etc. Et qu'on peut, disons, utiliser en cuisine. Alors il faut savoir que le pissenlit doit se manger jeune. Donc forcément, c'est une recette qui est plutôt une recette de printemps. Mais ce serait un petit peu oublier que le pissenlit, finalement, ce n'est jamais que la variété sauvage d'une plante, je dirais, qui en a été tirée et qui est la barbe de capucin. Et la barbe de capucin, si vous allez voir sur Wikipédia à quoi ça ressemble, c'est une espèce de pissenlit cultivé qui est très très long. Vous avez des espèces de pousses comme ça qui font 30, 40, peut-être même parfois 50, 60 centimètres. C'est cultivé à l'abri de l'air, enfin pas de l'air, mais en tout cas à l'abri de la lumière. Et vous avez comme ça des pousses qui ressemblent vraiment à du pissenlit, assez sédentelé, et qui sont de couleur blanc et jaune, comme ça, blanc et jaune clair.
et qu'on peut très bien utiliser en place du pissenlit traditionnel. Ah, je vois ça effectivement, je suis en train de rechercher sur Google, barbe de capucin. Oui. Mais la roquette, c'est pas aussi la même Alors, je pense, sans être certain, parce que je ne suis pas allé vérifier, je pense que la roquette ne doit pas être très très loin d'un point de vue botanique non plus. Mais ce qui n'est pas loin non plus d'un point de vue botanique, ce sont les chicorées, donc qu'on appelle en France les endives de Bruxelles et en Belgique les chicons, hein. Oui. Donc tout ça, et les radicchis, les trévises, tout ça, c'est au départ de la famille des chicorées et donc de la racine, je dirais, de chicorée sauvage qui a été domestiquée et qui a été domestiquée en fonction de produire différents légumes qui ont un air de famille. Alors, la caractéristique finale de tous ces légumes, c'est quand même l'amertume, en fait, hein. Il y a toujours de l'amertume dans toutes ces plantes, que ce soit la chicorée, je dirais, sauvage, donc le pissenlit, hein, parce que le pissenlit porte également le nom de chicorée sauvage, donc qui est Mmh. généralement très très amer. La barbe de capucin est relativement amère. Les chicons étaient jadis très amers, et puis maintenant on les a, disons, adoucis fortement parce qu'il y avait quand même là une demande du public de manger des chicons qui étaient moins amers. Et alors vous avez bien sûr les trévises et les radicchis, qui sont également des salades, cette fois-là qu'on utilise très peu cuites, hein. On les utilise un peu cuites dans certaines recettes de risotto, mais sinon on les utilise bien entendu en mélange, en mesclin, etc. Et ce sont donc des salades qui sont aussi relativement amères, qu'il ne faut pas prendre idéalement seules, il faut les mélanger avec d'autres feuilles. Alors je vais revenir à cette recette de salade ardennaise, en fait, hein. Alors, quand on dit une salade, en réalité, c'est un mélange qui va nous amener à un plat complet. Vous allez à la fois avoir de la pomme de terre, vous allez avoir le pissenlit et vous allez avoir du lard. Alors, quand on dit que c'est une recette ardennaise, bon, ben elle porte ce nom-là, et elle porte en fait le nom, je dirais plutôt, des Ardennes françaises. C'est un plat qui est resté très populaire dans les Ardennes françaises, je dirais même plutôt que dans les Ardennes belges. Mais ça se faisait dans toutes les campagnes, hein. Lorsque les gens avaient peu de moyens, ben, qu'est-ce qu'ils avaient à disposition? Ben, ils avaient des pommes de terre, c'était vraiment dans la partie occidentale de l'Europe du Nord, le légume qui était à la fois le légume et le féculent. D'ailleurs, vous le savez bien, Marc, chez nous, la pomme de terre en Belgique et dans le nord de la France, mais surtout en Belgique, la pomme de terre n'est même pas considérée comme un légume. Non, Elle est considérée comme un accompagnement, comme du pain. Elle est ou considérée du comme un riz. féculent. Oui, c'est un féculent. C'est un féculent, donc on en met quasiment à toutes les sauces et à tous les plats, et il faut un légume en plus. Alors, le pissenlit, ben, c'est un légume qui ne coûtait rien. Il est accessible aux plus pauvres. Il suffisait d'aller, je dirais, se balader dans les chemins, dans les prairies, et il y avait des pissenlits. Alors, comme je vous ai dit que le pissenlit est extrêmement amer, il y avait un petit truc pour le rendre meilleur et pour l'adoucir, c'était de lui faire perdre son côté, disons, très chlorophyllien, hein, tout vert, et on retournait un pot en terre cuite sur le pissenlit, ou On bien on mettait une mettait une cloche tuile dessus. éventuellement, et de sorte qu'on allait un petit peu arrêter la photosynthèse, comme ça que le pissenlit allait jaunir. Et je me rappelle que mon grand-père, étant enfant, retournait comme ça de temps en temps dans la cour de la ferme où il vivait, il retournait comme ça des pots en terre cuite sur des pissenlits pendant 2, 3 jours, de manière à les blanchir et à les rendre à la fois plus tendres et moins amers. Bah, Alors, c'est une ce fois qu'on que fait le avec les pissenlit, chicons aussi, hein, oui, mais les chicons, eux, on les fait volontairement pousser sous terre, tandis que le dans le pissenlit, noir. lui, sous terre, enfin, je veux dire dans le noir, dans une Oui. cave, c'est ça que j'ai voulu dire, dans une cave, en fait, hein. Tandis que le pissenlit, lui, ben, il reste à pousser donc à l'endroit où il est en train de pousser, et puis on retourne le pot dessus pour éviter qu'il ne devienne trop vert et pour essayer de l'éclaircir, hein. Et une fois qu'on l'avait, je dirais, éclairci pendant 2, 3 jours, à ce moment-là, avec un petit couteau bien pointu, je vois encore la manière de faire, on allait donc le couper, hein, de manière à le récupérer. Et puis, ben, on le nettoyait, on le lavait et on pouvait s'en servir pour faire soit une salade sans pommes de terre, soit une salade avec pommes de terre. Alors, à l'origine, c'était vraiment un plat, j'ai envie de dire un plat du pauvre, mais ce serait un peu péjoratif parce qu'en fait, dans les Ardennes, que ce soit les Ardennes belges ou les Ardennes françaises, et je vous parle d'il y a peut-être un siècle, en tout cas avant la dernière guerre mondiale, disons que beaucoup de gens n'avaient pas beaucoup de ressources, hein. Les seules activités qui permettaient de gagner sa vie, ben, c'était quoi? C'était l'élevage et c'était entre autres l'extraction de l'ardoise, hein, surtout dans les Ardennes françaises. L'agriculture, ben, le terrain n'y était pas très propice, hein, puisque l'Ardenne, c'est quand même un pays, pour ceux qui nous écoutent à l'autre bout du monde,
Hein, évidemment, les Belges et les Français, nous autres, on sait ce que c'est que les Ardennes, mais pour quelqu'un qui nous écoute en Australie ou bien au Brésil, les Ardennes, c'est une région de forêts profondes, des vallées extrêmement encaissées, avec des rivières ou des fleuves comme la Meuse, hein, et des rivières comme la Semois qui creusent de profondes vallées. Ce sont des forêts très, très touffues, hein, au départ avec des arbres de type hêtre et chêne, et puis maintenant, on a planté comme pas mal d'épicéas. L'agriculture, ce que ça fait un petit peu dans le fond des vallées, là où le terrain le permet, mais ce n'est pas l'activité principale. Et les gens avaient relativement peu de revenus. Donc, quand on n'a pas de revenus, qu'est-ce qu'on faisait? On élevait quelques chèvres qu'on allait conduire je dirais au piquet, comme on dit, c'est-à-dire qu'on allait conduire le long d'un talus et qu'on attachait avec un piquet. On confiait généralement ça, je dirais, soit aux enfants, soit à la grand-mère d'aller surveiller la chèvre. Et puis, pendant ce temps-là, la grand-mère, elle avait le temps, c'était d'aller chercher des pissenlits qu'on donnait soit au lapin, ou bien qu'on ramenait tout simplement à la maison pour en faire la fameuse salade ardennaise. Et alors, l'autre ingrédient, je dirais, principal, qui donne un petit peu de goût et surtout un peu de protéines, c'était le lard. Alors, dans les fermes et dans les maisons particulières, il y avait généralement un saloir dans la cave. On tuait le ou les cochons. Généralement, c'était pour l'automne, voire en début d'hiver pour la Noël. On vendait les plus beaux morceaux et on avait pour soi le lard, hein, et on mettait le lard au saloir. Alors, il y avait deux types de lard. Il y avait le lard gras, qu'on appelle la panne. Donc, c'est un lard qui ressemble un peu au lard de Colonnata qu'on trouve en Italie, mais qui lui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, hein. Donc ici, c'était du lard donc de panne, du lard gras. Et puis, vous aviez du lard maigre qui, lui, contenait un peu de protéines par la viande qui s'y trouve. Et dans la salade ardennaise, on doit utiliser idéalement les deux types de lard, donc du lard gras et du lard maigre. Alors, à l'origine, comment pratiquait-on la salade ardennaise? C'est une salade un petit peu comme la salade liégeoise, c'est une salade de composition, hein. On devait cuire d'une part des pommes de terre. Alors, quel type de pomme de terre qu'il faut? Il ne faut pas une pomme de terre qui soit trop farineuse et qui se défait trop, de type binge. Et à l'inverse, il ne faudrait pas non plus une pomme de terre qui soit trop dure et qui ne se défasse pas du tout. L'idéal, c'est d'avoir une pomme de terre un peu mixte comme ça. Maintenant, il y a une variété dont j'ai déjà parlé et qui est la corne de Gatt, qui existe même en Angleterre, hein. C'est une variété très ancienne et qui porte un autre nom d'ailleurs. Il suffit de taper corne de Gatt sur Internet et vous verrez le nom qu'elle porte réellement. La corne de Gatt qui peut même éventuellement donc se cuire avec la peau et qui peut éventuellement se manger avec la peau. Moi, personnellement, je l'épluche toujours, hein, parce que je trouve qu'il y a de là de vilains yeux quelquefois et des petites choses qu'il vaut mieux enlever, mais elle peut être utilisée. Alors, si ce n'est que c'est une pomme de terre qui est relativement ferme. Alors, on cuisait les pommes de terre, on découpait ces deux types de lard en petits morceaux, on les faisait revenir, on ajoutait le pissenlit qu'on avait nettoyé, qu'on avait, disons, concassé légèrement. On faisait revenir un petit peu. On déglaçait avec du vinaigre. On ajoutait les pommes de terre. On écrasait et le plat était prêt, hein. Donc, c'était vraiment un plat qui était, je dirais, à la fois corporatif, qui était consistant et qui ne coûtait pas cher. Alors, pour donner un petit côté un petit peu plus pointu, on déglaçait donc avec un vinaigre d'alcool à la base qui ne coûtait pas cher. Et puis par la suite, on a déglacé avec des vinaigres un petit peu meilleurs, de type vinaigre de vin. Comme dans la salade liégeoise. Ça ressemble à la salade liégeoise, si ce n'est qu'on remplace les haricots par du pissenlit. Ça, c'est vraiment la recette de base. Et puis, quand vous allez sur Internet, vous trouvez évidemment des recettes qui sont un petit peu plus sophistiquées. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour rendre cette salade liégeoise un petit peu plus... cette salade ardennaise, pardon, c'est un lapsus, un petit peu plus raffinée. Il y a des recettes où on met de l'oignon. Alors, à l'origine, paraît-il qu'il n'y avait pas d'oignon. Si vous remplacez l'oignon par de l'échalote, vous avez encore un autre résultat qui est nettement, je dirais, nettement meilleur. Si vous ne réalisez pas votre salade, je dirais au printemps ou en été, vous avez la barbe de capucin qui peut être utilisée, bien entendu, hein. Et vous pouvez même également mettre ce qu'on appelle de la salade frisée. On trouvera sur Internet des recettes de salade ardennaise où on n'utilise pas donc le pissenlit ou la barbe de capucin, mais où on va utiliser donc de la salade frisée, donc de la scarole frisée, que ce soit fine côte ou grosse côte, et qui va donc remplacer le pissenlit. Alors, il y a un petit problème, c'est pour le lard. Et le problème, il est le suivant. Quel type de lard faut-il utiliser? Alors, le lard de panne, donc le lard gras, quand j'ai fait mon essai ici, je n'en ai pas trouvé chez le boucher, donc au rayon de la grande surface où je me rends d'habitude, et je l'ai remplacé par du lard italien, donc de la pancetta, qui est donc un lard qui est roulé, où il y a très très peu de maigre et il y a beaucoup de gras. Donc j'ai utilisé de la pancetta, j'ai demandé une tranche
d'à peu près 1 centimètre d'épaisseur et je l'ai taillé en dés. Et après, j'ai utilisé évidemment du lard salé traditionnel, également taillé en tranches d'1 centimètre. Et puis après, vous décoinez votre lard, vous enlevez les croquants pour, disons, que ce soit plus agréable à manger, et vous les taillez en lardons. Je déconseille, c'est par exemple d'acheter les lardons déjà tout taillés du commerce. Ah bon, On n'a pourquoi pas ça? vraiment le même résultat. On a un résultat qui est différent, qui est meilleur. Et j'ai même poussé, je dirais, pas dire le vice, mais la qualité. Je n'ai pas taillé mes lardons à l'avance, en réalité. C'est-à-dire que les lardons dans le larguage, je les ai taillés à l'avance, mais dans le lard maigre, j'ai cuit mes tranches entières et je les ai taillées par la suite pour avoir encore un autre résultat qui est tout à fait différent de celui que vous avez quand vous taillez les lardons à l'avance et que vous les faites rissoler. Et en quoi c'est différent? C'est différent au niveau de la consistance et c'est un peu différent au niveau du goût. Il faut avoir fait les deux pour se rendre compte. Bon, évidemment, je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Je dis que le résultat me convenait mieux en cuisant le lard en tranches et en le taillant par la suite. Vous n'avez sur les 6 faces à ce moment-là, je dirais, il y a 4 faces principales à votre lardon. Vous n'en avez que 2 qui sont colorées, les 2 autres ne le sont pas, puisque vous avez coupé le lard après cuisson. Ok. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai fait des photos. Ah, ah, ah. J'ai hâte de voir ça. Ce qui est rare. Il faut que je les trouve, mais j'ai fait des photos. Ah, ok. Alors, comme je suis toujours quelqu'un qui cherche un petit peu, je dirais, à faire des choses à partir d'une idée, j'ai également réalisé des pâtes, un petit peu selon le même principe. Alors, j'ai réalisé comme ça des spaghettis à la barbe de capucin et au lardon. Alors, ce n'est pas compliqué. Finalement, on remplace, je dirais, la pomme de terre par les spaghettis. J'ai pris des spaghettis complets de blé d'une variété ancienne qui est de l'épeautre, donc des spaghettis complets d'épeautre, que j'ai cuit tout à fait traditionnellement. J'ai cuit mes lardons. J'ai blanchi ma barbe de capucin, qui forme des espèces de longs filaments comme ça de légumes. Je les ai blanchis en même temps que j'ai cuit mes spaghettis. Il ne faut que 2 ou 3 minutes pour blanchir la barbe de capucin. Ensuite, j'avais fait revenir mes lardons. J'ai ajouté un petit peu d'ail, j'ai ajouté un petit peu d'échalote, j'ai ajouté un petit peu de thym. Évidemment, je n'ai pas mis de vinaigre parce que ça n'aurait pas été très heureux de mettre du vinaigre avec les pâtes. Et j'ai crémé très légèrement et j'ai ajouté ça donc sur les spaghettis et la barbe de capucin qui avait cuit en même temps que les spaghettis terminaient de cuire. Et j'ai eu quelque chose qui était tout à fait intéressant, je dirais, pour varier un petit peu, pour faire un peu autre chose que des spaghettis bolognaises traditionnels. Et c'était assez original. Un petit peu de jeunes oignons verts pour garnir. Et c'était un plat tout à fait acceptable, je dirais, pour changer de l'habitude. Waouh! Et t'as des photos de ça? Oui. Bon, dis-moi, pour la salade ardennaise, si tu devais donner des proportions, ce serait quoi? Écoutez, par personne, il faut compter. Enfin, je vais vous dire ce que j'ai mis. Vous comptez 2 grosses pommes de terre par personne, vous comptez une échalote, vous comptez une petite gousse d'ail, un brin de thym et l'équivalent d'une belle barbe de capucin par personne également. Alors, les barbes de capucin, ça varie un petit peu en fonction de la taille. Il y en a qui ont une trentaine de centimètres de feuilles, il y en a qui ont 40-50 centimètres. Ils ont une barbe de capucin, je vais dire, de taille moyenne, dont il vous semble que c'est une quantité suffisante en légumes. Par personne, ça me paraît juste, ça me paraît suffisant. Et tu trouves ça où, la barbe de capucin? Au rayon grande surface, moi je suis allé en chercher chez un marchand de légumes, mais on en trouve dans les rayons des grandes surfaces sans trop de problème. Oui, accessoirement, Alors vous pouvez pour vous prendre des donner une autre pissenlits. idée, si vous remplacez la barbe de capucin par de la scarole frisée, vous mettez une scarole frisée pour 4 personnes par exemple. Ou alors on utilise des pissenlits. Alors on utilise des pissenlits et là il en faut au moins 2 par personne. Ok. Parce que je me souviens quand j'étais petit, je gambadais, j'ai grandi dans un énorme jardin à côté d'un couvent où il y avait j'étais toujours fourré avec la vieille sœur qui s'occupait de jardiner, qui m'expliquait les plantes parce que je demandais des questions surtout. Elle était très patiente avec moi. Et les pissenlits, j'avais appris très tôt que ça se mangeait. Et je ne dirais pas pourquoi ça s'appelle pissenlit. Mais Tout le monde aura compris. voilà, je crois que c'est assez explicite. Mais j'avais commencé effectivement je les mangeais. Je les prenais, je les attrapais. Et puis c'est vrai que c'est terriblement amer. Mais comme je savais qu'on pouvait manger et que tu avais un petit côté interdit, genre touche pas à ça. Et quand tu es un sale gamin, quand on te dit de pas toucher à ça, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'une seule envie.
de le faire. D'essayer. Hein. Voilà, et j'avais très tôt comme ça, je connaissais toutes les plantes que je pouvais manger dans le grand jardin, et les pissenlits en faisaient partie. Jusqu'au jour où on m'avait pas dit, mais les pissenlits dans la pelouse, il vaut mieux pas les manger parce que le jardinier avait mis du produit sur la pelouse. Bref, c'est comme ça qu'on se rend malade. Évidemment. Donc, il faut éviter les pissenlits qui sont proches des routes, Bien sûr. qui sont sur des pelouses traitées. Il faut prendre vraiment les pissenlits à, je veux dire, minimum 50 mètres de la route, c'est ça? Disons qu'on considère une cinquantaine de mètres ou alors un chemin qui n'est vraiment pas très fréquenté. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Dans les talus d'un petit chemin de campagne, Voilà. où il y a un tracteur qui passe par jour à l'allée du champ et le soir pour revenir, ça, ce n'est pas très grave. Hein. Mais si c'est au bord d'une autoroute, il vaut mieux s'abstenir, évidemment. Mais j'imagine qu'avec ça, on peut boire un petit vin de pissenlit. On pourrait boire un vin de pissenlit, mais moi, je conseillerais surtout, c'est de boire de la bière. Hein. Une petite bière ardennaise? Ah oui, tout à fait. Comme? Et à la Champignole, en France, par exemple. Oui. Ou la chauffe, en Belgique. Ça, c'est une bière belge, évidemment. Oui. Que je trouve même ici en Angleterre. En fait, comme type de bière, je crois qu'il vaut mieux plutôt que donner une marque, donner un type de bière. Avec ce genre de plat, moi, je vois une bière très légèrement ambrée. Je ne verrais pas une bière brune très, très caramélisée, ni une bière blonde trop simple. Je verrais une bière qui soit très, très légèrement ambrée, qui pourrait, disons, soutenir ce genre de plat. Miam. Et à part pour les pâtes, quelle déclinaison tu pourrais voir avec ce genre de recette? Là, par contre, je passerais sur du vin. Je prendrais un vin rouge, disons, comme un Loire, par exemple, un vin qui ne soit ni trop léger, ni trop costaud. Hein. Il ne faut pas un vin non plus, un vin du soleil, un vin du midi. Mais par contre, un vin un petit peu de région tempérée, plus tempérée comme la Loire. Un Saint-Nicolas de Bourgogne? Ça peut être un Saint-Nicolas de Bourgogne, ça peut être un vin de ce genre-là, oui, bien sûr. Voilà, les vins de la Loire. Si vous y connaissez pas en vin, moi, c'est un truc qu'on m'a donné très tôt et que j'ai appliqué souvent avec succès quand vous êtes dans un restaurant et que vous êtes dans un groupe. Personne s'y connaît en vin. On vous dresse la carte des vins en disant, toi, tu t'y connais. Parce que tu sais, quand tu es dans un pays étranger et que tu es le français, en tout cas, le gars qui parle français, on dit, c'est un français, lui, il connaît le vin. Voilà. Si tu as la chance, il y a un vin de la Loire, un vin rouge qui se sert frais. Et l'avantage, c'est que ça s'accommode quasiment avec tout. Ça peut très bien aller avec le poisson, ça peut très bien aller avec la viande rouge, ça peut très bien aller avec même une salade. Et donc finalement, si tu sais pas trop quoi choisir et que tu as peur de te tromper, à Saint-Nicolas de Bourgogne, c'est vrai que le Saint-Nicolas de Bourgogne est un des vins rouges qui peut aller avec le poisson. Pas forcément avec toutes les recettes de poisson, mais qui peut accompagner certaines recettes de poisson, effectivement. C'est le moins risqué. Voilà. C'est le moins risqué. Donc ça, c'était mon petit truc. Comment jamais se gourer en tout cas, toujours s'en sortir quand on passe l'examen de la carte des vins. Maintenant, il faut quand même reconnaître que je suis quand même plutôt un partisan du classique à ce niveau-là. C'est qu'avec le poisson, qui a généralement des sauces, on va dire plutôt sèches. Quand je dis sèches, je veux dire par là des sauces qui ne sont pas très douces, pas très sucrées, pas toujours très rondes. C'est quand même le vin blanc qui, pour moi, reste l'accord idéal. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, quand tu as une même table de 4 personnes, il y a par exemple 2 personnes qui ont pris du poisson et 2 qui ont pris une viande. Bon, ça c'est le petit tour de passe-passe qui permet de s'en sortir. Hein. Oui, mais si par exemple tu fais ton repas du mercredi soir, tu sais, celui dont on a fait un film très célèbre, et que par malheur tu te retrouves au restaurant, ils vont tous, chacun va choisir un truc différent, genre tu sais pas trouver un vin qui va aller pour tout le monde. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Maintenant que j'y pense, ta salade ardennaise, si on veut la faire ardennaise, est-ce qu'on pourrait remplacer les lardons par des queues d'écrevisse? Maintenant que j'y pense. Je ne vois pas trop, disons, ce qui l'empêcherait. Maintenant, on ne pourrait plus vraiment appeler ça une salade ardennaise. À ce moment-là, on pourrait appeler ça une salade de queues d'écrevisses. Parce qu'on trouve des écrevisses dans les Ardennes. Bien sûr, au pissenlit et aux cornes de gâte, mais je dirais qu'on sort quand même de l'idée. À ce moment-là, on serait plutôt dans une entrée plutôt que dans un plat consistant. Et bon, voilà. Disons, il faudrait modifier un petit peu la salade à ce moment-là. Je pourrais très bien vous dire comment faire. Hein. Vous cuisez des pommes de terre donc en pot de type corne de gâte, vous les épluchez, vous les laissez refroidir ou en tout cas tout le moins tiédir. Vous prenez vos pissenlits, vos barbes de capucin, votre scarole frisée. Moi, dans ce cas-là, je conseillerais c'est d'utiliser 3 salades différentes pour donner un petit peu de volume. Hein. Vous faites blanchir vos écrevisses. Alors, vous trouverez sur Internet plusieurs manières pour cuire des écrevisses vivantes. Classiquement, on doit les faire cuire pendant 7-8 minutes.
Et je n'ai jamais travaillé comme ça. Je dois reconnaître que mon patron, pour ça, m'a insufflé, je dirais, une bonne méthode. On faisait bouillir de l'eau, on mettait les écrevisses dedans. On ne les châtrait pas, je tiens à le préciser, hein, qui consiste à enlever le boyau en tirant, je dirais, sur l'écaille, disons, centrale de la queue. On ne le faisait pas. Dès que l'eau revenait à ébullition, on les rafraîchissait, donc on les égouttait. On les décortiquait immédiatement, et c'est au moment où on décortiquait l'écrevisse qu'on enlevait éventuellement avec un tout petit couteau, enfin une petite incision, on enlevait le boyau dorsal. Hein. Alors, le fait de cuire les écrevisses très peu comme ça, on les cuisait suffisamment de toute façon, vous le regardez du moelleux et vous le regardez surtout de la consistance. Et on n'a pas comme ça des écrevisses qui sont ultra cuites, qui sont racornies et qui sont, je dirais, trop molles et qui ne ressemblent plus à rien. Alors, le petit tour, pour leur donner du goût, une fois qu'elles sont décortiquées, vous les mettez dans un petit récipient, vous mettez un petit filet d'huile et une petite pincée de sel et vous les remuez. Le temps d'assaisonner votre salade. À ce moment-là, vous assaisonnez votre salade, dont je parle uniquement des feuilles ici, avec de l'huile d'olive qui a du goût, sel, poivre et un bon vinaigre de vin. Et là, je n'hésiterai pas du tout à prendre un vinaigre de type vinaigre de Xérès, par exemple, quelque chose de costaud, quelque chose de conséquent. Alors, vous garnissez votre salade, vous faites un beau buisson au milieu de l'assiette, vous ajoutez vos queues d'écrevisses, et puis dans l'huile qui a servi à faire macérer les queues d'écrevisses, vous faites, je dirais, vous enrobez, vous lustrez vos pommes de terre, vos morceaux de pommes de terre avec la même huile. Et vous disposez vos pommes de terre de manière à ce qu'elles soient, disons, bien réparties dans votre salade et que ça ait un aspect buissonnant, que ça soit très joli. Et puis vous ciselez un petit peu de jeunes oignons verts et vous parsemez avec des oignons verts et vous aurez une très belle salade, je dirais, de queue d'écrevisse, entre guillemets, façon salade ardennaise. Waouh! En tout cas, moi, je suis en train de prendre des idées parce que je ne sais pas si j'ai déjà mentionné, mais j'ai eu ma licence de pêche ici localement pour pêcher l'écrevisse. Donc, la recette de la salade, je dirais aux écrevisses, je viens de la donner, en fait. Oui, hein. non, merci. Parce que dès que la saison va recommencer au mois de mars, je vais commencer à pêcher activement. J'ai acheté des nasses que je vais pouvoir, maintenant que je suis un pêcheur licencié, que j'ai mon permis de pêche qui est valable 3 ans. Il y a des eaux suffisamment claires là-bas pour avoir des écrevisses? Oui, on est envahi par les écrevisses signal, les écrevisses de Californie. De Floride, non? Non, en France, c'est les écrevisses de Floride et en Angleterre, c'est les écrevisses de Californie. L'avantage des écrevisses de Californie, c'est qu'elles ont des grosses pinces et donc il y a de la chair dans les pinces, alors que les écrevisses de Floride ont des pinces toutes fines qui a rien à manger là-dedans. Et il y a beaucoup de marais dans le sud de la France qui sont envahis par les écrevisses de Floride, malheureusement, qui ont des queues charnues, mais et ça se reproduit à une vitesse pas possible. Alors, il paraît que dans la Tamise, il y a quelqu'un qui en pêche 500 kilos par jour des écrevisses. Oh là! Oui! C'est sur plusieurs kilomètres, comme ça. Tous les jours, il pose ses nasses et tous les jours, il en récupère et ça se vend bien. Mais moi, comme j'ai une rivière au fond de mon jardin, quasiment, une assez grosse rivière, je me dis, pourquoi pas y aller? Et puis, en fait, on te donne le permis comme ça. Il suffit de le demander et de signer un papier selon lequel tu t'engages à ne pas utiliser des nasses qui dépassent une certaine dimension pour pas nuire au reste de la faune, par exemple les loutres, parce qu'on a des loutres ici. Donc, il faut que les loutres ne puissent pas rentrer dedans. C'est de la grande housse ou ça? Oui. Et les rejets des habitants ne vont pas là-dedans, non? Ce sont des nécrophages, tous les crustacés. Hein. Oui, mais enfin, bon, je veux dire, il y a quand même des choses pas très rigolotes qui vont dans l'eau, quand même. Tu sais, quand tu manges du homard au réveillon, tu sais de quoi il se nourrit. Oui. Et les crabes, tu sais de quoi ils se nourrissent. Bien sûr. Hein? Donc, oui, tu sais, la pollution, il y en a partout. L'écrevisse a cette particularité, c'est un filtre à eau. On utilise dans c'est quoi l'aquaculture? Ça porte un nom, c'est l'aquaponique, oui, je crois. C'est une façon d'épurer les eaux. D'épurer les eaux. On utilise les écrevisses comme animal pour épurer les eaux. C'est un filtre à eau, paraît-il. Bon, après, tu sais, il y a des gens qui pêchent dans cette rivière tous les jours, j'en vois, et ils mangent ce qu'ils pêchent. Hein. Ils sont pas morts. Et je ne sais pas si tu as plus de risques de manger ce qu'il y a dans la rivière que manger ce qu'on donne au supermarché, entre nous. Ceci dit. Donc, suite à ton conseil que tu as donné à l'épisode, il y a 2 épisodes là, concernant les pesticides. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, dans les notes de l'épisode, j'ai été traqué
la publication originale scientifique. Donc, quand on dit une étude scientifique a démontré que, j'ai été vous montrer la référence. Vous pouvez cliquer dessus, c'est la publication scientifique est accessible depuis les notes de l'épisode. C'est en anglais. Mais j'ai mis plusieurs liens d'autres publications qui la commentent et qui expliquent comment réduire la teneur en pesticides des fruits qu'on achète. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets dans mon cul de poule, je remplis d'eau, je mets du bicarbonate de soude et chaque fois que j'achète des fruits, je les fais mariner une quinzaine de minutes là-dedans. Ça ne peut pas faire de mal et puis en même temps, ça les nettoie. J'ai l'impression que le transit intestinal s'est un petit peu amélioré suite à ça. Mais c'est peut-être l'effet placebo, hein, ça je dois vous dire. Mais en attendant, apparemment, l'étude a prouvé que ça ne coûte rien de le faire, n'est-ce pas? T'es encore là, Guy? Oui, je suis là, j'écoute. Hein, n'est-ce pas? Je bois vos paroles. Ah. Tout à fait, tout à fait. Quelque chose à raconter? Ben, pour aujourd'hui, c'est terminé. Et donc voilà, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et nous avons 3 recettes en une, finalement. Hein. Oui, voilà. Vous êtes un homme de ressources, mon ami. Je n'ai plus qu'à essayer de vous faire une photo avec la salade de queue d'écrevisse façon salade ardennaise, finalement. Voilà. Mais c'est ça qui est génial avec Guy, c'est que chaque recette est une poupée russe et chaque recette peut en cacher une autre. Eh oui. C'est une super idée pour un slogan, ça. Attention, une recette peut en cacher une autre. Et donc, la semaine prochaine, de quoi va-t-on nous parler? Tu avais un sujet qui te brûlait, tu me disais. Mais c'est parler maintenant de la difficulté qu'il y a à organiser un repas ou un banquet pour, je dirais, un nombre, disons, d'une douzaine à une vingtaine de personnes, par exemple. Une difficulté? Oui, parce que maintenant, tout le monde y va de sa petite difficulté à manger certaines choses, donc ça devient très difficile, voilà. Ah, ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. J'ai des enfants qui sont à l'école et la plus jeune, là, elle n'a pas le droit d'aller... Enfin, en tout cas, ce n'est pas sponsorisé le dîner chaud, parce que la cantine, normalement, est sponsorisée par l'État. Si tu gagnes en dessous d'un certain revenu. Mais comme elle est trop jeune et qu'elle n'est pas encore officiellement à l'école, qu'elle est encore qu'en maternelle, elle ne rentre pas dans les conditions. Donc, du coup, je dois lui faire sa boîte à tartines. Moi, c'est avec grande fierté que tous les matins, je lui prépare son sandwich. Et alors, j'essaie de varier un petit peu ce qu'on met dedans. Et un jour, par malheur, j'avais mis des cacahuètes. Tu sais, des cacahuètes encore dans leur écosse. Ils appellent ça des monkey nuts. Des cacahuètes pour singes. C'est celles que tu décortiques toi-même. Eh oui. Eh bien, j'ai eu un coup de fil de l'école en disant « Oh, je ne peux pas mettre ça, monsieur. Hein. » On l'a retiré, elle ne peut pas les manger. Et j'ai commencé à donc... Ah non, parce qu'il se pourrait qu'il y ait, au cas où, il y aurait un autre enfant qui soit allergique aux cacahuètes, aux arachides. Ils ne peuvent pas prendre de risque. Je dis, mais est-ce que vous avez quelqu'un qui a une allergie aux arachides? Oui, mais c'est pas la question. On ne sait pas, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Principe de précaution. La plus grosse absurdité que le monde moderne ait inventée, à mon avis, c'est le principe de précaution. Mais alors du coup, comme il y a toutes ces allergies, mon fils a eu son anniversaire la semaine dernière, j'ai dit, tiens, on va faire un gâteau. Comme ça, tu vas pouvoir l'amener en classe. Mais non, je ne prends plus l'initiative, j'ai d'abord posé la question. Je vais voir la maîtresse en disant, voilà, c'est son anniversaire la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux amener? Je comptais faire un gâteau au chocolat, un bon gâteau au chocolat belge. Ça, c'est d'ailleurs, il faudra un jour que je vous donne la recette. C'est une recette que mon père m'a laissée. Généralement, quand on l'a fait, il n'en reste pas, quoi. Et on m'a dit, oui, mais il faut faire attention aux gens qui sont allergiques au gluten, il y a des gens qui sont allergiques au lait, au lactose, et il y a du lait là-dedans. J'ai dit, ben oui, on met de la crème pour faire la ganache. Ah oui, non, mais ça va pas aller. Si possible, il faudrait pas enlever ça et vous mettez de la farine. J'ai dit, ben oui, un gâteau, ça se quand même, avec un petit peu de farine quand même. Ah, vous ne pourrez pas faire une alternative sans gluten? Et je fais, ok, c'est bon. Je peux prendre quoi à la place? Amenez des petits sachets de bonbons. J'ai dit, ok, ça va. Donc, au lieu de leur faire manger un bon gâteau bien fait maison, on va tous leur filer le diabète en prenant des bonbons. Des bonbons, des friandises que tu achètes au supermarché qui sont pleines d'additifs et tout ce que tu veux, et puis plein de sucre, voilà. Et pleine de gélatine de porc aussi, hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on pense? Moi, quand j'ai des petits, il y avait quelqu'un qui avait un anniversaire, on apportait un gâteau, puis celui qui était allergique, il ne mangeait pas. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y avait autant d'allergies. Ou alors... Non, moi non plus. Bon, après, on va dire c'est un mal moderne, machin chouette. Il y a beaucoup de... Et on va parler de tout ça au prochain épisode, de toute façon, hein. Oui. Donc on a le temps de se documenter un peu sur ce qui se dit. Et il y a beaucoup de rumeurs aussi à ce sujet-là d'ailleurs. Êtes-vous prêt à faire la part des choses? Tout à fait. Ok, en tout cas je vous remercie pour votre attention.
Donc comme d'habitude, si vous avez une question, si vous avez un commentaire, si vous avez un témoignage, si vous voulez tout simplement exprimer votre gratitude ou votre reconnaissance ou tout simplement faire un petit coucou d'où vous êtes dans le monde, l'email c'est question@parlescuisines.com, le site internet c'est parlescuisines.com, la page Facebook, le compte Twitter. Facile à trouver, il suffit de rechercher. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous si vous trouvez que ça vaut la peine d'être écouté et que quelqu'un dans votre entourage gagnerait à nous écouter. Si vous l'aimez assez et que vous avez apprécié, allez lui montrer comment écouter un podcast sur son téléphone portable. Et si vous avez détesté, allez montrer à vos ennemis, par exemple. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt, au revoir.